Bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire sur les déclarations de revenus pour la campagne 2022. Bienvenue Béatrice. Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à nous suivre, à peu près 140 personnes inscrites, donc c'est très bien, ça nous encourage à poursuivre ce mode de communication et on voit que par rapport aux événements que l'on a organisés l'an dernier, eh bien, de plus en plus nombreux sont ceux qui nous suivent. Donc, ici, ce webinaire va être consacré effectivement sur les particularités des lois de finances 2022 pour bien préparer vos déclarations de revenus qui vont démarrer bientôt. Nous ferons aussi quelques focus sur des points concernant plus l'immobilier et la transmission également, parce que c'est vraiment très lié à ce que l'on pourrait développer et avoir droit en termes de réduction d'impôt, crédit d'impôt. Donc voilà, plusieurs parties, mais bien évidemment, la première partie concerne plus, je dirais, cette partie de déclaration des revenus et des nouveautés fiscales. Je ne présente plus Béatrice, ou en tout cas, je vais la présenter quand même, référente patrimoine, puisque l'an dernier, nous étions tous les deux à vous présenter ce webinaire, et moi-même qui gérons la partie patrimoniale au niveau de notre cabinet Serre France. Voilà, mais sans plus attendre, nous allons démarrer. Donc, avant de rentrer dans les vifs du sujet, nous avons dissimulé deux sondages pour que cette présentation soit un peu plus interactive. Deux sondages dans notre présentation. Donc, tout de suite, le premier sondage. C'est parti. Alors, la question est la suivante. Selon vous, existe-t-il des crédits d'impôt pour travaux favorisant l'amélioration énergétique de l'habitation? Vous avez 10 secondes pour répondre à cette question. C'est parti. Le décompte s'affiche. Regarde à côté pour avoir les réponses. Alors la réponse est non, il n'existe plus de crédit d'impôt et nous allons effectivement développer un peu cette partie dans notre présentation. Donc justement, sans plus attendre, et à l'intérieur de cette présentation, nous allons vous reparler de ces questions sur les travaux permettant l'amélioration énergétique de l'habitation. Donc de suite, entamons la première partie avec cette loi de finances 2022 et les focus qui nous concernent plus particulièrement. Merci. Donc pour commencer, une revalorisation des tranches du barème d'imposition. Classiquement, tous les ans, la loi de finances revalorise ces tranches. Cette année, 1,4% d'augmentation. Le tableau qui vous est présenté met en évidence le fait qu'on a plusieurs tranches d'imposition. Une tranche à 0, 11, 30, 41 et la dernière tranche à 45%, qui est le montant maximal effectivement d'impôt perçu. D'accord. Donc, pour bien comprendre, lorsque j'ai 170 ou 180 000 euros de revenus, tout n'est pas forcément taxé à 45%. Non. Bon, la première tranche, vous voyez, les premiers 10 000, il n'y a pas d'impôt dessus, de 10 à 26, 11, etc., selon le barème qui s'affiche. Et au-delà de 160 336 exactement, là, tout le revenu supplémentaire est taxé à 45%. Donc, sur vos 180 000 euros de revenus, Jacques, 160 subissent ce barème progressif et les derniers 20 000 sont forcément taxés à 45. On dit attention, je vais sauter une tranche. Finalement, sauter une tranche, c'est que pour le revenu supplémentaire qui rentre dans la tranche, bien évidemment. Merci pour cette précision. Donc, en janvier 2022, comme tous les ans, d'ailleurs maintenant, depuis la réforme du paiement à la source, vous percevez 60% des réductions à crédit d'impôt auquel vous aviez droit en 2021. C'est une avance sur le calcul qui sera en 2022 sur le revenu 2021. Voilà. Donc cette avance de 60% est calculée en fait sur la base des revenus de 2020. Donc on a toujours un décalage et on perçoit quand même cela en janvier, même si on n'a rien fait en 2021 qui ouvre droit à réduction à crédit d'impôt. Et s'il y a effectivement un reliquat à percevoir, il sera versé au mois de septembre. Si à l'inverse, on est reversé, on reverse au mois de septembre. D'accord. Avec le calcul. Voilà. Donc, toujours en matière de réduction d'impôts,
Il y a eu la prolongation de plusieurs régimes de faveur, donc notamment qui devait s'arrêter soit au 31 décembre 2021 pour le régime du Sancy-Bouvard, qui est une location meublée dans les résidences-services. Donc c'est principalement les résidences seniors et puis les résidences étudiants. Voilà. Donc c'est ouvre droit à une réduction d'impôt. Et ce dispositif qui devait prendre fin au 31 décembre 2021 a été reconduit pour l'année 2022. Donc en 2022, on peut encore investir dans une Sancy-Bouvard. Voilà. Ça concerne les investissements que je pourrais faire dans une résidence-service, finalement. Voilà, c'est ça. Oui. Et pour lesquels on a ce qu'on appelle une location en meublé non professionnelle. Voilà. Je crois qu'on a prévu de faire le distinguo à la fin de la Oui, présentation. on parlera effectivement du régime particulier d'allocation meublée et qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques temps d'ailleurs et qui interroge beaucoup. Bien sûr. Voilà. Autre dispositif qui fait s'arrêter en 2022 mais qui est prolongé d'une année, c'est le dispositif de Normandie. Donc il s'agit d'investissements locatifs, mais là situés en cœur de ville. Donc le but c'était effectivement de redynamiser les centres-villes de villes de taille moyenne. Par exemple, Angers n'en fera pas partie. On aura des villes de taille plus réduite et qui là aussi offrent droit à une réduction d'impôt. Le dispositif reconduit également. Alors, autre réduction d'impôt, c'est la réduction dite Coluche qui est née en fait pendant la crise sanitaire. Parce que le but c'était effectivement, avec le Covid, d'inciter les gens à faire des dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté. Voilà. Donc, vous savez que quand on fait un don à une association, on récupère une réduction d'impôt égale à 66% du montant de ce don. Voilà. Ça, c'est le principe de base pour tous les dons que l'on fait. D'accord ? Pour la réduction Coluche, le montant de la réduction d'impôt va être porté à 75% pour les premiers 1 000 euros. Donc, je fais un don de 500 euros. J'ai 1 000 euros qui bénéficient de 75% de réduction d'impôt, donc 750. Et le surplus, les 500 euros, vont bénéficier des 66% classiques. Le tout dans la limite de 20% du revenu imposable. Si on est très généreux et que l'on fait un don très important qui dépasse les 20% du revenu imposable, le don n'est jamais perdu, enfin la réduction n'est pas perdue, parce que le don est reportable sur les revenus des 5 années suivantes. Donc on peut être généreux. Voilà. Et donc ce dispositif réduction Coluche est reconduit pour les revenus 2022 et 2023. Alors, justement, on va faire le lien avec le sondage de tout à l'heure. Donc effectivement, le crédit d'impôt transition énergétique, dit le CITE, c'est comme ça qu'on l'appelait, a été transformé dès déjà 2021, c'est pas la nouveauté 2022, il a été transformé en 2021 par le mécanisme dit de la prime rénov'. Alors, il y a quand même encore des dépenses en 2021 qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il s'agit des dépenses pour lesquelles un devis a été signé et accepté avant le 31 décembre 2020. Oui, voilà. Et puis sur lesquelles il y a eu un versement d'un acompte. C'était vraiment engagé, donc du coup, les gens peuvent continuer pour ces dépenses-là à bénéficier des crédits d'impôt et du régime antérieur. D'accord ? Mais en dehors de ces cas-là, et puis il nous reste un petit crédit d'impôt pour l'installation de bornes pour recharger des factures électriques. Voilà. Sinon, effectivement, maintenant, c'est le système de ma prime rénov' qui est applicable. Voilà. On va peut-être un peu réexpliquer le contour de la prime rénov', parce que ça, c'est une grosse réforme, on va dire. Oui. Alors, c'est une aide financière de l'État qui est versée par l'ANA. L'ANA étant l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et cette aide est versée pour justement la rénovation énergétique des logements. Donc, elle est accessible à tous les propriétaires, occupants ou d'ailleurs. Voilà, donc, même les biens que vous avez en location, vous pouvez bénéficier effectivement de cette prime. C'est un petit peu une nouveauté, parce qu'avant, c'était que sur les résidences principales. Tout à fait. Voilà. Par contre, les résidences secondaires, c'est toujours exclu du système. Donc, ces aides sont cumulables éventuellement avec d'autres aides financières, mais toujours pour la rénovation énergétique.
Et maintenant, en fait, on fonctionne en montant forfaitaire, sur des primes forfaitaires. D'accord? Dont le montant va varier en fonction de vos revenus et du gain écologique espéré par la rénovation. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que les travaux, du coup, quand on rentre dans ces dispositifs-là, vont être éligibles au taux réduit de 5,5. Donc c'est un petit coup de pouce supplémentaire. Sinon, je crois que c'est 10 pour les oui, c'est ça, qui ont au moins 2 ans. Plus de 2 ans. Ouais, ça. De 10, on passe à 5,5, c'est quand même oui, c'est un gain supplémentaire. Alors, quel est le montant de ma prime rénov'? Alors ça, effectivement, le montant varie en fonction des revenus du foyer et du gain énergétique, comme je disais tout à l'heure, apporté par les travaux. D'accord. Donc, il y a 5 profils ma prime rénov' qui sont en fonction, effectivement, des revenus du foyer fiscal de l'année N-1. Et puis, on a aussi des bonifications. Quand il s'agit, quand il y a une rénovation globale, quand on sort un bien immobilier, ce qu'on appelle de la passoire énergétique, hein, donc on est classé en F ou G, c'est une passoire. Donc quand les travaux permettent d'améliorer ce score, ça s'appelle une sortie de passoire. Quand on passe aussi en bâtiment basse consommation. Et puis il y a des aides un peu supplémentaires pour les ménages aux revenus modestes, voire très modestes. D'accord. Alors, comment ça se passe? En fait, il ne s'agit pas de se lancer dans les travaux et puis ensuite d'aller voir l'ANA pour dire ben voilà, j'ai fait des travaux, je voudrais bien une aide. Il ne faut surtout pas s'y prendre comme ça. Il faut anticiper et il faut, avant le lancement, le début des travaux, se rendre sur le site maprimerénov.gouv.fr, créer un compte, faire sa demande de prime. Ensuite, on fait les travaux. Et le professionnel RGE, bien évidemment, qui vous a fait les travaux, vous délivre la facture. Il vous revient à ce moment-là de la transmettre à l'ANA via le site MaPrimeRénov', et puis de demander à ce moment-là le remboursement, enfin le versement de la prime auquel on pouvait avoir droit. Finalement, c'est assez simple, puisqu'on fait notre déclaration préalable, et ensuite on envoie les factures du professionnel certifié. Voilà, c'est ça. Alors, bon, ça peut paraître simple comme ça, mais c'est évidemment pas si simple que cela. Hein, d'accord. Donc, il y a un certain nombre de sites qui sont à votre disposition, un simulateur d'aide financière sur le site www.gouv.fr. Le mode d'emploi sur le site du ministère de l'écologie, écologie.gouv.fr, et puis évidemment sur la plateforme maprimerénov.gouv.fr. Donc là, c'est quand même relativement bien expliqué. Alors, toujours en matière de réduction et de crédit d'impôt, hein, donc là on va être encore sur le crédit d'impôt. Hein. Tout à l'heure on parlait des réductions d'impôt. Donc les réductions d'impôt viennent diminuer le montant de l'impôt. Si la réduction d'impôt est supérieure au montant de l'impôt à verser, c'est perdu. Voilà. Alors que le crédit d'impôt, l'administration fiscale rembourse. Même si on ne paye pas d'impôt, même si on n'est pas imposé, quelque part, le crédit d'impôt, c'est reversé par l'administration fiscale. C'est ça la différence entre les deux. Alors, il y a quelques nouveautés par rapport à ces services à la personne. Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, on parlait surtout des dépenses pour emploi d'un salarié à domicile. D'accord. Donc, c'est un crédit d'impôt qui est égal à 50% des dépenses engagées, avec évidemment certaines limites. Il y a un plafond global de 12 000 € pour l'ensemble des dépenses, avec à l'intérieur de ce plafond de 12 000 € d'autres petits plafonds qui s'appliquent selon les activités faites, les services rendus aux contribuables. Ça, c'est un petit peu nouveau par rapport à la nouvelle base. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Il faut avoir ce double regard d'un plafond maximum de 12 000 €. Oui, voilà. Mais à l'intérieur de ce plafond, il faut regarder quel type de prestation il y a. Tout à fait. Oui. Vous voyez, par exemple, 500 € là, pour les travaux de petit bricolage. Donc, je peux avoir réalisé sur l'année, par exemple, 8 000 € de services de facture globalement, mais si ce n'a été que pour des travaux de petit bricolage, eh bien, mon crédit d'impôt sera plafonné à 500 € de dépenses, donc un crédit d'impôt égal à 250 €. Donc, il faut faire attention, effectivement, à l'articulation de ces différents
Le 3 000 € pour les travaux d'assistance informatique Internet, il me semble que lorsqu'on fait appel à des professionnels extérieurs pour la déclaration de revenus, ça rentre également dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait, ça fait partie des dépenses éligibles. Et donc, notamment, le CERF-France est habilité pour faire des déclarations de revenus à domicile. Et faire bénéficier du crédit d'impôt, bien évidemment. Ce qui limite quand même, effectivement, la dépense. Et puis là, on a un plafond de dépenses égales à 3 000 €. Donc, je pense qu'on pourra effectivement faire facilement les déclarations, même des grosses déclarations. Voilà. Très bien. Alors, ce qui est la nouveauté, oui, quand même, c'est une précision. Alors, j'ai au niveau de la liste des activités. Si vous avez un doute sur les dépenses éligibles au crédit d'impôt, le site du ministère de l'Économie et des Finances met à jour, une liste des activités éligibles. Donc, auquel cas, il vous est possible d'aller la consulter. Et puis, la nouveauté, c'est que cette année, à partir de cette année, on peut effectivement bénéficier des crédits d'impôt pour les services qui sont rendus même à l'extérieur du domicile. Oui, parce que c'était toujours le salarié à domicile, l'emploi d'un salarié à domicile. Donc, classiquement, on pensait ménage, repassage, petits travaux de jardinage, des choses comme ça. Mais maintenant, c'est également ouvert aux services rendus à l'extérieur. Donc, ça peut être par exemple des gens qui vont chercher les enfants à l'école, et puis qui après les gardes vont en même temps faire une assistance au niveau des cours, etc. D'accord ? Voilà. Mais dès lors que c'est inclus dans une offre plus globale qui inclut quand même un certain nombre d'activités à domicile. Voilà. Et puis, avec la crise sanitaire, effectivement, on a été tous amenés effectivement, à avoir des rendez-vous par visio ou autre. Donc maintenant, ce type de service à distance est également reconnu et éligible au crédit d'impôt. Ça a été ouvert pour 2021. Alors maintenant, pour 2022, on va dire que ça va se recentrer que sur la téléassistance et la visio-assistance pour les personnes âgées, par exemple. Ça avait été réouvert post-Covid et les conditions sanitaires très particulières, mais là, ils l'ont maintenu, mais que pour, à partir de 2022, bien évidemment, mais que pour l'assistance, téléassistance et visio-assistance. Juste pour cette petite précision. Voilà. Très bien. Ouais. Alors, donc, prorogation en matière de réduction d'impôt, encore, prorogation de diverses réductions, c'est que les réductions d'impôt pour souscription au capital des PME, des entreprises, initialement qui devait s'arrêter au 31 décembre 2021 et qui accordait effectivement une réduction d'impôt égale à 18 ou 25% pour les souscriptions au capital à l'origine, lors d'une augmentation de capital également. D'accord ? Alors, les PME, effectivement, doivent répondre à certaines conditions. On ne peut pas bénéficier de cette réduction d'impôt pour toutes les entreprises. Et donc, le système est prolongé, effectivement, jusqu'au 31 décembre 2022. Et le montant, en fait, le taux de la réduction pour 2022, voilà. Si la Commission européenne nous donne le feu vert. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2021, on a eu ce petit décalage de date où ça a pris effet réellement qu'à partir du 9 mai, c'est-à-dire par rapport à la date à partir de laquelle la Commission européenne avait donné le feu vert à la France. Pour les 25%. Pour les 25%. Voilà. En 2022, on attend toujours, donc peut-être que ça arrivera le 10 juin ou le 14 juillet. Voilà, et donc on aura encore des dates spécifiques pour l'année 2022. Voilà. Autre réduction d'impôt qui a été prorogée, c'est la souscription au capital de sociétés foncières solidaires. Alors, ce sont des entreprises en fait, qui sont agréées par l'État, donc entreprises solidaires d'utilité sociale, et leur domaine d'activité, c'est le logement social en faveur d'un public fragile. Voilà. Et donc, le taux de la réduction d'impôt est égal à 30%, avec des plafonds de 5 000 € pour une personne célibataire et 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Donc, une réduction d'impôt égale maximum à 1 500 € pour une personne seule ou 3 000 € pour un couple. Donc, crédit d'impôt, qui là aussi, lui, a vu le jour pendant la crise sanitaire,
ce sont les abandons de loyers qui ont été réalisés entre le 15 avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 au profit des entreprises qui ont dû, pendant le confinement, qui ont fait l'objet de fermeture administrative, il n'y avait pas le choix. Donc le but étant effectivement de favoriser les entreprises en permettant de ne pas payer de loyer. Et donc le propriétaire qui consent cet abandon de loyer a droit à un crédit d'impôt égal à 50% du montant des loyers abandonnés. Voilà. Donc dans la limite, 100% du loyer abandonné, si j'abandonne 10 000 euros de loyer, j'aurai un crédit d'impôt donc égal à 5 000 euros. Sauf si mon entreprise locataire est une entreprise de taille un peu plus importante et qui a au moins 250 salariés. Dans ces cas-là, mon crédit d'impôt ne sera pas de 5 000 euros, mais il sera effectivement de 66% du montant du loyer, dans la limite de 66% du loyer abandonné. Le tout étant toujours de favoriser les plus petites entreprises. D'accord. Alors concrètement, effectivement, il faut déposer une déclaration spécifique au moment où on fait cette déclaration de revenus. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Alors, autre sujet important sur la déclaration de revenus, il s'agit des revenus de capitaux mobiliers. Tous les revenus de capitaux mobiliers que vous percevez par les banques ou autres banques, assurances, etc., institutions financières, on va dire, voilà, livret A, enfin, livret A exonéré, PEA, enfin, des choses comme ça. Donc, les banques l'appellent effectivement à la base l'impôt sur le revenu et la CSG. Il s'agit de la flat tax, ou le prélèvement forfaitaire unique. Donc pour la CSG, c'est 17,20, vous savez, une manière ou d'une autre, c'est toujours dû. Et pour l'impôt sur le revenu, le prélèvement forfaitaire est égal à 12,8%. Donc c'est beaucoup plus simple, effectivement, pour les banques d'appliquer ce prélèvement plutôt que de demander à chacun son taux d'imposition. Elle verse ça à l'État. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis après, c'est reporté d'office sur la déclaration de revenus avec le montant qui a déjà été prélevé, etc. Mais on n'est pas obligé forcément de maintenir ce régime-là. C'est-à-dire qu'on peut choisir de soumettre ces revenus de capitaux mobiliers au barème progressif. D'accord. Donc si on est dans un taux, dans une tranche faible, donc inférieure à 12,8%, on a tout intérêt effectivement à maintenir, à partir sur le barème progressif. Bien sûr, bien évidemment. Si on est à l'inverse, dans une tranche à 45%, parce qu'on gagne 80 000 euros, là, effectivement, il faut mieux avoir le taux de 12,8%. Bien évidemment. Alors, il y a une case magique dans la déclaration de revenus, si on peut dire ça. Il s'agit de la case 2OP, qui est cochée d'office sur la déclaration de revenus, et qui veut dire qu'effectivement, ça veut dire que vous maintenez l'imposition au barème forfaitaire, en fait, au prélèvement forfaitaire unique. Et si vous la décochez, ça veut dire que vous soumettez vos revenus au barème progressif. D'accord. Voilà. Concrètement, c'est vrai que je fais toujours ce petit comparatif que les ans. Oui. Moi, je vais jusqu'au bout de la déclaration, je coche dans un premier temps, je décoche dans un deuxième temps, puis je vois lequel est le plus intéressant. Simplement. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, bien évidemment. Voilà, donc c'est toujours important. Et donc, effectivement, si vous avez payé plus avec votre prélèvement forfaitaire unique, l'administration fiscale rembourse, évidemment, au moment de l'établissement. Alors, nous venons de terminer notre première partie sur la présentation des spécificités de la loi de finances. Donc, je regarde mon écran à gauche pour voir les questions que vous avez pu me poser et apporter une réponse. Alors, une question de Véronique qui nous dit le dispositif MaPrimeRénov' peut-il aussi s'appliquer au logement loué en tant que gîte? Eh bien non, il faut que c'est de la location nue. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas possible non. Pour des jeux. Oui. Merci. Encore MaPrimeRénov', ce sujet intéresse beaucoup. Bien sûr. Sophie nous dit la prime rénov' peut-elle s'appliquer pour des travaux dans un local professionnel? Non, pas du tout. D'accord. Ce sont uniquement des locaux d'habitation. Uniquement un local d'habitation. Uniquement les locaux d'habitation. C'est pour ce pas. Désolée. Oui. Alors, Béatrice qui nous dit bonjour, si utilisation d'un CESU financé à 100% par mon entreprise, y a-t-il cette réduction d'impôt en plus si on a bénéficié d'un CESU? Si c'est financé par l'entreprise, non, évidemment. Hein.
Ce sont les dépenses effectuées par les personnes physiques, redevables de l'impôt sur le revenu. Donc, par l'entreprise, effectivement, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit effectué au domicile du contribuable et puis pour la famille du contribuable. Très bien. Et puis, dernière question, Brigitte qui me demande, y a-t-il des aides pour des travaux dans une résidence secondaire? Est-ce que ça existe, ça? Eh bien non. C'est pareil, la résidence secondaire n'est pas du tout éligible aux aides MaPrimeRénov'. C'est que l'habitation principale. Très bien. Que l'on occupe soi-même ou que l'on loue à quelqu'un qui l'utilise à titre de résidence principale. Résidence secondaire. Toujours résidence principale. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci pour toutes ces réponses. Eh bien, écoutez, il n'y a pas pour l'instant d'autres questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on reviendra à la fin du webinaire pour y répondre. Il faut surtout que ce soit un échange fluide entre nous. Donc, on passe à la deuxième partie et on voulait faire un petit focus sur l'immobilier. L'immobilier, c'est un grand sujet. On l'a effleuré tout à l'heure avec des réductions d'impôts spécifiques. On a parlé de LMNP, donc on va essayer de remettre un petit peu d'explication dans tout ça et parler des réductions qui sont liées à de l'immobilier plus spécifiquement. Donc, en commençant par le dispositif du Flopinel. Je te laisse simplement. Donc, ce dispositif Pinel, ça vise les investissements locatifs neufs, avec là aussi habitation principale, bien évidemment, et ce sont des logements sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des conditions de montant de loyer à ne pas dépasser et puis des conditions de ressources du locataire. Voilà. Et donc, en contrepartie, effectivement, on bénéficie d'une réduction d'impôt sur le montant, effectivement, de l'investissement. Donc, on est dans un process où j'investis, j'achète un appartement, par exemple, dans une résidence, et je peux éventuellement bénéficier de ce dispositif si, bien sûr, je suis dans les zones... c'est ça, géographiquement, chaque ville a son quartier, on va dire, Pinel réservé, qui dépend de la politique sociale de la ville. Donc, il y a à la fois des zones, des montants de loyer à ne pas dépasser, et puis des ressources du locataire à ne pas dépasser. Et là, on va avoir des réductions. Donc, oui, tout à fait. Alors, devenir moins intéressant. Qui vont devenir moins intéressants. Le dispositif est reconduit jusqu'en 2023 et 2024, mais avec une baisse progressive, effectivement, des réductions d'impôts. Si on prend dans le tableau, là, vous voyez la colonne de gauche, les investissements réalisés jusqu'en 2022 inclus. Après, on a la colonne pour 2023-2024. Donc, si on est sur un engagement de location de 6 ans, on voit que pour les investissements réalisés jusqu'en 2022, la réduction d'impôt sera égale à 12% de l'investissement réalisé dans une certaine limite, là aussi, bien évidemment. Le même investissement réalisé en 2023 ouvrira droit à une réduction égale à 10,5%, et en 2024, on tombe à 9%. Voilà. Donc, c'est reconduit, mais on baisse en même temps les avantages fiscaux. Alors, la location meublée. Donc, location meublée, reparlons un petit peu de cela. Oui. Puisqu'on parle de LMNP, et donc voilà, il y a des acronymes qu'on utilise souvent, mais qui méritent d'être précisés. C'est ça. Alors, la location meublée, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la mise à disposition, si on s'en tient à la pure définition, c'est la mise à disposition d'un local d'habitation garni de meubles. Voilà, alors quand on dit meubles, une chaise, une table, un lit, ça ne suffit pas. Il faut quand même, il y a une liste de mobilier qui a été mise en place. Comme si lorsqu'on fait une location de vacances où on a tous les électroménagers, la vaisselle, le linge, etc. D'accord. Donc il y a une occupation normale par le locataire, que ce soit une utilisation saisonnière pour des vacances, un gîte ou quelque chose comme ça, ou que ce soit à titre de résidence principale. Je pense notamment aux étudiants qui, toute l'année universitaire, eh bien, effectivement, louent un appartement meublé. D'accord? Donc, au plan juridique, c'est une activité civile, comme toute activité de location, peu importe que ce soit meublé ou pas. Mais sur le plan fiscal, c'est un bénéfice industriel et commercial. D'accord. Donc, de caractère civil. Donc, ce qui veut dire que quand vous louez en direct votre bien, votre appartement ou autre, vous tombez dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Quand il s'agit d'une location nue, on est en revenu foncier. D'accord. Donc, il y a deux modes déclaratifs pour déclarer ce BIC, soit un micro-BIC,
soit un régime réel. Hein. Donc le choix se fait en fonction du projet, de la valeur. En deux mots, c'est l'avantage, il y a un avantage inconvénient, le micro-lycée, l'amortissement. alors micro-lycée, c'est très simple, parce qu'on prend le montant des loyers, on note sur sa déclaration de revenus le montant des recettes au lycée, oui. L'administration fiscale applique directement à la valeur. C'est très simple. Voilà, pas besoin de comptable. C'est très simple. Dans le cas d'une déclaration d'un bénéfice réel, ben là, effectivement, comme le nom l'indique, on va passer en charge toutes les charges réelles, en fait, hein, et y compris un amortissement du bien immobilier. Donc ça reste souvent très intéressant. Oui. Voilà. Alors, revenu foncier, en deux mots, c'est les taxes foncières qu'on déduit, oui. Et éventuellement les intérêts d'emprunt. Oui, c'est tout. Donc on a toujours en revenu foncier, on a toujours un revenu fiscal. Alors qu'en location meublée, c'est ça qui fait le succès de la location meublée aujourd'hui, c'est que généralement, fiscalement, on arrive à un résultat proche de zéro. Donc, ce qui est intéressant et qui augmente la rentabilité du bien, évidemment. D'accord? Alors, attention, c'est quand on est dans une SCI, quand on a différents biens immobiliers dans une SCI, soumise à l'impôt sur le revenu, donc dans les revenus fonciers, si je décide de passer un de mes appartements en location meublée, ça veut dire que ma SCI va avoir un bénéfice industriel et commercial. Et si elle a ce type de bénéfice, elle passe automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Et finalement, ça va s'appliquer à l'ensemble des biens de la société. Oui, c'est ça le problème. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien ça peut être un choix, hein, quelquefois, d'être à l'impôt sur les sociétés, mais il faut quand même le mesurer avant, hein, parce qu'il y a des conséquences d'un passage d'un régime à un autre. Donc, il faut mesurer effectivement toutes les conséquences. Donc, attention quand même pour les biens immobiliers en SCI, avant de passer en meublé, eh bien, il convient de prendre quelques renseignements. Voilà, alors on va refaire, expliquer qu'effectivement, on a soit de la location meublée non professionnelle ou professionnelle, d'accord, je disais tout à l'heure, et que ça aura des conséquences en matière d'imposition des plus-values. D'accord, cas de revente du bien immobilier, si je suis non professionnelle, j'aurai toujours le régime des plus-values immobilières privées, des particuliers. Si je suis considérée professionnelle, je serai soumise au régime des plus-values professionnelles, avec des règles complètement différentes, bien évidemment. Et puis, la deuxième conséquence sera en matière d'affiliation à un régime de cotisation sociale. D'accord. Des indépendants, en fait. Hein. C'est comme si on était indépendant, en fait. Hein. C'est comme si on exerçait une activité professionnelle en tant que telle. Et quand on est indépendant, ben voilà, on a un taux de cotisation qui est à peu près autour de 42-43% selon chaque régime. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que l'on est professionnel ou non professionnel? Donc, le critère de distinction sera le critère des recettes encaissées à l'année civile. Donc, si j'ai des recettes de location meublée inférieures à 23 000 €, je serai considéré non professionnel, et donc je n'aurai aucune affiliation au régime des cotisations des travailleurs. On paye juste la CSG. On paye la CSG, puisqu'on a toujours des prélèvements sociaux acquittés. C'est soit de la CSG, soit des cotisations, ce qu'on appelle TNS, un travailleur indépendant. Si mes recettes sont supérieures à 23 000 €, là j'ai encore deux choix possibles. D'accord? Bien que mes recettes de location meublée soient supérieures à 23 000 €, si mes revenus professionnels du foyer sont supérieurs à mes recettes de location meublée, je reste en location non professionnelle et là, que de la CSG et pas de cotisation travailleur indépendant. Okay. Voilà. Et l'inverse, eh bien, on se met à cotiser au régime des indépendants. Si je comprends bien, finalement, il n'y a pas vraiment d'option, c'est une situation de fait. Voilà, c'est ça. On peut basculer d'un côté dans l'autre. Et puis alors la difficulté, c'est qu'une année, quelque part, on va être professionnel, l'année d'après professionnel, et du coup, ça manque de régularité, et notamment une difficulté à gérer, notamment en cas de revente du bien. D'accord. On va dire que lorsqu'on s'approche de 23 000 € de recettes, un point de vigilance, oui, tout à fait. Il vaut mieux consulter un professionnel pour voir. Vérifier effectivement où est-ce qu'on en est. Okay. Pour ne pas basculer, ne pas subir le basculement dans un autre régime. En fait. Je regarde un petit peu, je regarde l'heure en même temps. Donc on va parler d'un autre dispositif immobilier pour le locatif. C'est une transformation du dispositif COS en dispositif dit loué abordable.
Alors, le dispositif COS, il permet effectivement aux propriétaires de logements, donnés en location bien évidemment, mais qui ont conclu une convention avec l'ANA, de bénéficier d'une déduction spécifique sur les loyers. En fait, au moment de la déclaration de revenus, si on est dans ce dispositif-là, eh bien, on bénéficie d'un abattement sur le montant des loyers, donc, ce qui réduit considérablement la note fiscale, bien évidemment. Alors, les montants d'abattement varient de 15 à 85% selon la zone géographique dans laquelle on est, selon le niveau de loyer, selon le mode de gestion, est-ce qu'on loue en direct, est-ce qu'on passe par un bailleur social, enfin, il y a plein de cas de figure différents. Donc ça, c'était le dispositif. Ça, c'était le dispositif avant. Voilà, Avant. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, alors? Alors, maintenant, ce dispositif est remplacé par une réduction d'impôt. D'accord. En fait, sur le montant des loyers encaissés. D'accord. Alors, ça va concerner effectivement toutes les conventions passées avec l'ANA entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024. D'accord. Donc, le taux de la réduction d'impôt sur les loyers, on n'aura plus que deux taux de réduction d'impôt, 15% et 35%, selon qu'on est en logement social ou plutôt en situation intermédiaire. D'accord. Avec, après, un autre cas de figure, donc ça c'est plutôt quand on est en location directe. Si après on a recours à l'intermédiation locative, bailleur social ou autre, là on pourra avoir des taux de réduction un petit peu différents et supérieurs dans la plupart des cas. D'accord. Alors, on va vous présenter un petit peu la simulation qui suit pour faire présenter la différence entre un revenu foncier classique et le louer abordable. Donc, classiquement, j'ai 10 000 euros de loyer, charge 3 000, intérêt dans 3 000, ce qui me fait un revenu imposable à 6 000. Si je suis dans le louer abordable, par principe, je vais avoir une baisse de loyer. Donc, je vais encaisser non plus 10 000, mais 8 500 euros. Et du coup, j'aurai une réduction d'impôt égale à 15% du montant des loyers. Donc, ma réduction d'impôt sera égale à 1 275. Donc, si je fais le calcul suivant, je prends en compte l'impôt sur le revenu, la CSG, et je rajoute à tout ça le montant de la réduction d'impôt. Si je suis dans une tranche à 30%, tranche marginale, eh bien, le louer abordable va me rapporter 3 650 euros. Les revenus nets de fiscalité sont de 3 650 euros contre 3 168 dans le cas d'un revenu foncier classique. Quand bien même, j'encaisse moins de loyer à la base. Avec la disposition fiscale, au final, je gagne un petit peu plus. Parfait. Voilà, ça reste pas mal. Bon, donc, effectivement, dans chaque changement de régime, il y a on perd certains avantages, on en gagne d'autres, bien évidemment. Ce qui est embêtant du nouveau dispositif, c'est qu'il n'agit pas sur la CSG. Parce que c'est une réduction, ça n'agit que sur l'impôt, que sur la CSG. Et puis cette réduction d'impôt est incluse dans le plafonnement global des niches fiscales. Donc les gens qui ont beaucoup de réduction d'impôt, de crédit d'impôt, voilà, c'est ça. 10 000 euros par an, je crois. Oui. La réduction, le maximum qu'on puisse avoir de réduction de crédit d'impôt, c'est 10 000 euros par an, tout compris. Un des intérêts, c'est que la convention avec l'ANA ne dure que 6 ans, donc de 9 ans dans l'ancien dispositif, et qu'à la sortie du système, on sort déjà plus vite et on peut relouer le logement sans encadrement des loyers. Bon, voilà, pour notre deuxième présentation. Et avant de faire un tout dernier petit focus, je regarde s'il y a des questions. Je me penche vers mon ordinateur. Écoutez, sur cette partie, je n'en vois pas. Donc, on va enchaîner de suite, puisqu'on est un tout petit peu en retard. Nous, on est encore dans le timing. Pour vous présenter une dernière partie sur la transmission, et plus particulièrement sur les transmissions en numéraire, en argent liquide que l'on pourrait donner. Donc, sur cet aspect de transmission, alors, réduction d'impôts et dons aux enfants. La question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les obligations fiscales lorsque finalement je veux donner de l'argent à des enfants et je donne des liquidités. Est-ce qu'on doit aller voir un notaire ou pas un notaire? Est-ce qu'on peut faire différemment? Explique-nous ça. Oui, voilà. Alors, un don manuel, déjà, sous-entend que le don porte sur des biens que l'on peut remettre de la main à la main. C'est l'esprit, l'origine historique
du don manuel. Hein. Donc aujourd'hui, on est évidemment bien. On n'est plus sur des sommes d'argent, hein. On fait par virement ou par chèque, bien évidemment. Donc ça rentre dans le cadre du don manuel. D'accord. Donc dès lors que c'est fait hors acte notarié, eh bien il faudra effectivement le déclarer aux impôts au moyen d'un imprimé. Voilà, ça fait. Voilà. Donc qui est effectivement simple, hein, évidemment. On reparlera tout, voilà, c'est ça. On remplit, on fait signer aux enfants, on le signe nous-mêmes, et puis après on envoie les naissances officielles. Voilà, et on en garde une copie, évidemment, toujours. On verra tout à l'heure sur l'intérêt ou pas de passer par un acte notarié. Alors, pour vous réveiller, un deuxième petit sondage. C'est parti. Et la question de ce deuxième petit sondage est la suivante. Combien puis-je donner à mes enfants majeurs, en numéraire, en argent, hors droit de succession? Hors droit de succession, combien puis-je donner à mes enfants majeurs en argent? C'est parti. 10 secondes pour répondre à cette question. Et voilà. Donc, je regarde mon mini-sondage juste à côté. Donc, les possibilités de réponse, c'est 15 000, 31 865 euros ou 38 120 euros. La réponse, 31 865 euros. D'accord. Voilà. Merci. Donc, on va justement parler de cette possibilité de don manuel dans la limite de cette somme. Voilà. Alors déjà, on va rappeler un petit peu le dispositif, hein, les 31 865 euros, d'où sortent-ils? C'est une disposition de 2007 et que l'on a appelé le don Sarkozy. Voilà. Et le but, c'était effectivement de relancer un petit peu l'économie, hein, c'était ça la philosophie, et de permettre à chacun des parents, à condition qu'il ait moins de 80 ans, de donner à chacun de ses enfants, à condition qu'il ait plus de 18 ans, une somme de 31 865 euros. Voilà, donc c'est-à-dire que chaque enfant peut recevoir, en fait, de ses deux parents, 3 000 et quelques, quasiment 64 000. D'accord. Et les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent, dès lors qu'ils ont également moins de 80 ans, peuvent faire ce don à des neveux ou des nièces. Voilà, dès lors qu'eux aussi ont plus de 18 ans. C'est par donataire, c'est-à-dire par personne à qui on donne. Oui, c'est ça. Le seuil, voilà. Une personne peut donner 4 fois 31 865. D'accord. Donc c'est toujours des pistes intéressantes en matière de transmission quand il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de définition d'héritier direct. Voilà. Alors, donc, on disait tout à l'heure que voilà, le don manuel, c'est simple, mais bon, néanmoins, on voudrait quand même un petit peu attirer votre attention sur le fait que bien que ce soit simple, c'est peut-être pas forcément toujours conseillé. Pourquoi? Parce qu'une donation simple est rapportable à la succession du donateur. J'explique. C'est-à-dire qu'au moment du décès de quelqu'un, le notaire chargé de la succession va reconstituer le patrimoine des parents, en l'occurrence, et donc va reprendre tous les biens qui ont été donnés. Et dès lors que ça n'a pas été fait dans le cadre d'une donation-partage ou que ça n'a pas été prévu dans l'acte de donation volontaire, que ce ne serait pas revalorisé, on revalorise les biens au jour de la succession. Donc, selon les investissements qui ont été faits avec le don manuel, vous voyez dans l'exemple d'un enfant qui reçoit de ses deux parents 60 et quelques mille, donc un enfant peut très bien acheter simplement des meubles, voilà, et puis un autre peut investir dans une entreprise, etc. Et évidemment, la valorisation à la fin sera complètement différente. Et ça peut créer quand même des petites distorsions à ce moment-là entre les enfants. Donc, selon le montant du don, selon la globalité, le montant global aussi du patrimoine, selon les souhaits de transmission, il peut être intéressant quand même de faire un petit tour d'horizon et s'interroger s'il ne faut pas mieux quand même passer devant le notaire. Et puis, du coup, après, ça peut être l'occasion également d'inclure dans ces donations d'autres biens, bien évidemment. Voilà ce que l'on peut en dire. Donc, il faut toujours s'interroger un petit peu au-delà du simple don manuel. Très bien. Merci beaucoup.
Donc, bon, on a fini cette présentation, voilà, ce webinaire. Encore une fois, je vais regarder mes questions, s'il y en a d'autres qui sont arrivées. Alors, je vois Tristan qui me dit 100 000 euros. Alors oui, il parle de. Je pense que Tristan fait référence à l'abattement classique et général, parce qu'effectivement, là, on a parlé d'un abattement de somme d'argent jusqu'à 31 865 euros, mais sans compter l'abattement général de 100 000 euros. Tout à fait. Et le don annuel de 31 865 euros est cumulable voilà. avec l'abattement général de 100 000 euros, qui lui peut porter sur n'importe quel type de bien, y compris des numéraires notamment, mais ça peut être aussi sur des biens immobiliers, sur des parts sociales de société, etc. Et l'abattement de 100 000 euros, comme celui de 31 865, je pense qu'au bout de 15 ans, il est remis à zéro. Voilà, tout à fait. Donc, on peut anticiper la transmission et commencer relativement tôt, même si on a un certain patrimoine à transmettre et des outils. Tristan nous remercie, voilà. C'est clair, c'est très bien. Et Nathalie qui nous pose la question suivante. Quand on a plusieurs enfants, doit-on faire simultanément cette donation pour tous les enfants? Alors, ce n'est pas une obligation. Quand on veut faire une donation-partage, là, on est obligé effectivement de donner à chacun de ses enfants, de tous les enfants. Mais on peut faire une donation simple à chacun de ses enfants à tout moment. Parfait. Écoutez, merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On arrive au fin de notre présentation. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous reposer des questions via notre site internet. Et puis, pour la déclaration des revenus, bien évidemment, on est à votre disposition. J'annonce juste un autre rendez-vous, puisqu'un webinaire en appelle un autre. Nous avons un autre webinaire de prévu le 9 mai. Le 9 mai, ce sera 18h30, voilà, sur justement les investissements immobiliers. Donc là, on se concentrera vraiment sur les investissements immobiliers, quels qu'ils soient, et on abordera les différents systèmes et possibilités d'investissement dans l'immobilier. Donc rendez-vous si l'immobilier vous intéresse, mais au vu des questions, je pense que oui, ça peut. Le lundi 9 mai, ce sera le lundi 9 mai, 18h30. Voilà, merci beaucoup, à très très bientôt. Merci Béatrice. Merci à vous. Au revoir.